Le bourgeois en salopette. Première partie. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de louer l'appartement que j'avais habité 10 ans. Je voulais quitter Paris, où je ne trouvais plus mon compte. Mon quartier se dégradait, et mon travail d'employé de bureau m'accablait, au point de marteler en moi l'idée que j'étais un incapable. Pour d'évidentes raisons d'hygiène existentielle, je devais changer d'air. Quand bien même j'aurais vécu dans un endroit idyllique, je suppose que pour le bien de l'âme, pour le bien du corps, il était utile de respirer dans d'autres atmosphères. Inquiet de l'état de mon appartement, j'ai trouvé judicieux de le repeindre. Je rêvais d'un endroit à la blancheur éclatante. Les moulures et la cheminée de fer forgé formeraient un beau contraste avec le parquet. Seulement, il était sans doute absurde de louer un 3 pièces impeccable à des gens que je ne connaissais pas, et je me suis décidé pour un entre-deux. J'allais repeindre uniquement le salon. Au mieux, si le locataire se révélait charmant, je pourrais leur proposer une rénovation complète. J'ai publié mon annonce sur un site d'entraide entre particuliers et les propositions ont afflué. La plupart des candidats me garantissaient la qualité de leur travail et s'alignaient sur le montant de mon offre. Certains, plus astucieux, m'annonçaient un prix moindre. Mais une annonce s'est distinguée. Rédigée dans une langue élégante, elle me soumettait un prix défiant toute concurrence. Si je calculais le taux horaire, la journée de travail serait en effet facturée à un coût à peine supérieur à celui du SMIC, frais de déplacement inclus. La personne au bout du fil m'a fait bonne impression. Il s'agissait d'un homme mûr, apparemment efficace, et nous avons rapidement convenu d'une date. Il disait avoir un planning chargé, travaillant chaque jour auprès de particuliers. Pour une première expérience de recrutement, j'étais ravi. J'étais presque reconnaissant à cet artisan de me faciliter la tâche et de me faire croire que j'avais des facilités, voire du goût, pour les choses manuelles. Le bonhomme ne m'a pas déçu. Relativement trapu, les yeux plissés, la voix aigre, M. Paturel s'exprimait de manière vive et redressait constamment des lunettes rondes qui lui donnaient un air de comptable. Il arrivait avec son matériel, escabeau, pinceau, bâche, attifé d'une salopette tachée. Malgré tout, je constatais sa politesse. Nous n'avons échangé que de rapides amabilités avant de parler du travail. Il proposait de repeindre entièrement murs et plafonds. En revanche, les moulures étaient complexes et la cheminée particulièrement chantournée. Paturel devrait revenir si je voulais qu'il peigne ces dernières. J'ai décidé de m'en tenir à une seule journée, même si le prix dérisoire qu'il proposait aurait pu me décider à 2. Plusieurs fois, je lui ai proposé un café, des biscuits, ou même un poste de radio, mais il refusait. Il avait l'air d'avoir à cœur de travailler vite, sans rien pour le déconcentrer. J'étais impressionné. Je m'étais tellement préparé au déconvenu. À mes yeux, ce genre de travaux avait toujours signifié complications et même souffrance. On se blessait toujours quand on bricolait. Vivre une transaction si facile et si peu onéreuse m'a mis dans une singulière bonne humeur. Quelques heures, elle a dissipé ma sensation d'avoir une existence terne, et j'ai presque été persuadé d'acquérir du caractère. À midi, Paturel s'est contenté d'un sandwich, et nous avons discuté. Je lui ai demandé s'il vivait de ses travaux, craignant cependant de le vexer, car je me doutais que la réponse était négative. En effet, il s'est empressé de me répondre qu'il n'acceptait ce genre de contrat qu'à moyen terme, afin de remettre ses finances à flot. Il revenait de Roumanie complètement fauché. Il avait monté là-bas un premier salon de beauté, puis 3 autres après le succès du premier. Malheureusement, il s'était heurté à la corruption. Non content de le rançonner, policiers et politiques avaient même entrepris, puisque son affaire était florissante, de la lui extorquer. Il lui avait tout simplement expliqué que s'il ne partait pas, lui et sa femme, dans la semaine qui suivait, il lui réglerait son compte. Et puisque l'homme qui lui avait fait cette déclaration était lui-même policier, le message était clair. Paturel ne pouvait espérer aucune aide de qui que ce soit. J'étais effaré par ce qu'il me décrivait de l'état des mœurs
dans un pays pourtant membre de l'Union européenne. Mais je me laissais ravir également par la vie si romanesque de cet homme qui se contentait maintenant de menus travaux. Je comprenais mieux le sentiment d'une certaine intelligence qu'il m'avait tout de suite donné. Le discours professionnel qu'il m'avait tenu à propos de l'entretien des habitats parisiens me plaisait. En fait, je découvrais un véritable entrepreneur, et même une sorte d'aventurier, capable de prises de risques conséquentes dans des territoires hostiles. Qui plus est, il était capable d'une étonnante vitalité. Ruiné, menacé de mort, il refusait de s'en laisser compter et travaillait d'arrache-pied, tout en bas de l'échelle, pour repartir d'un pied neuf. Vous comprenez, je possède ma maison dans le Val d'Oise. Au moins, nous avons ça. Mais il faut bien payer les factures. Vous qui êtes entrepreneur, lui ai-je répondu, vous ne pourriez pas trouver du travail en entreprise? Pour tout vous dire, je suis ingénieur. Malheureusement, j'ai perdu mon travail il y a 5 ans, parce que la seule entreprise qui recrutait dans le secteur très spécialisé qui est le mien a fait faillite. À mon âge, j'en ai 50, il est difficile pour moi de me remettre à niveau dans des domaines dont je ne suis pas familier. C'est pour cette raison que je suis parti en Roumanie. J'ai mis de côté mes connaissances en physique et en mathématiques pour me concentrer sur l'autre aspect de ma personnalité, le goût de l'entrepreneuriat. C'était le seul pays proche où je pouvais me lancer dans les affaires avec les maigres sommes qui me restaient. Le succès a dépassé toutes mes attentes. Malheureusement, je me suis heurté au milieu crapuleux de la Roumanie. Vous n'avez pas l'air de vous laisser abattre. Ce n'est pas mon genre. Quand Paturel a quitté mon appartement en fin d'après-midi, son départ m'a laissé songeur. Je m'en voulais presque de le laisser disparaître. Je n'avais jamais rencontré de personnage aussi rocambolesque, et j'aurais aimé en savoir davantage sur son parcours, ses projets. Aussi ai-je décidé de le rappeler le lendemain pour lui proposer de venir peindre les moulures. Malheureusement, il était sur répondeur, et je n'ai reçu quelques heures plus tard qu'un SMS me précisant que toutes ses prochaines journées étaient occupées. Il ne laissait même pas sous-entendre qu'il pourrait revenir prochainement. Les heures d'après, j'ai nettement eu le sentiment de retomber dans la poisse qui m'avait décidé à quitter Paris. Le quotidien morose dont je n'avais jamais eu la force de m'extraire. Comme ce Paturel se moquerait de moi. Deuxième partie. La semaine suivante, je n'ai pas résisté. Décidément, je voulais savoir davantage de choses sur cet homme. Il y avait tant d'ombres sur sa vie, tant d'ombres séduisantes. Il n'avait pas voulu préciser les circonstances de l'extorsion qu'il avait subie, et je persévérais à trouver étrange qu'il loue ses services à si bas prix, quand bien même il aurait eu besoin de quelques centaines d'euros. Il m'en avait à la fois trop dit et pas assez. Puisqu'il ne semblait pas désireux de m'en révéler davantage, j'allais enquêter. 3 personnes portaient le même nom que lui dans le Val d'Oise, et j'ai quitté mon 20e arrondissement parisien, sa colline hérissée d'immeubles gris, ses rues pisseuses, son nuage de pollution, pour ce département jouxtant la capitale et dont la réputation de richesse n'était pas pour me déplaire. Je conduisais une antique Renault Picasso qui pouvait paradoxalement me faire remarquer. Les formats massifs inspirés de l'Amérique envahissaient les rues. Mais je comptais de toute façon profiter de cette virée pour marcher à pied dans des quartiers agréables. Simplement, j'allais devoir me garer à plusieurs centaines de mètres des endroits que je voulais repérer. Par chance, la toute première maison où je me suis rendu était la bonne. Je m'étais garé à proximité de la place centrale, animée par une jolie mairie de style art déco et par ses cafés ombragés. Puis je m'étais engagé dans une rue qui me plaisait beaucoup, légèrement montante, bordée de villas cossues, parfois vieillissantes, mais d'autant plus charmantes que ses volets écaillés, ses grilles colorées par la rouille, ses souvenirs d'ambition classiquement bourgeoise, faisaient un effet d'exotisme par rapport au pragmatisme repoussant qui régnait si souvent à Paris.
J'ai reconnu de loin la camionnette de M. Paturel, si parfaitement blanche et neuve, et par réflexe, j'ai marché près du mur. Je me suis mis à guetter les gens qui pourraient m'apercevoir. Maintenant que je me trouvais à 2 pas de la maison, que faire? Je n'allais tout de même pas sonner, sans rien avoir à dire, ni entrer par effraction. Comment me justifier s'il me découvrait à proximité de chez lui? Aussi me suis-je contenté d'un simple point d'observation. Il y avait une allée, à 2 maisons de là, qui se prolongeait par un escalier duquel j'apercevais nettement la camionnette et la porte d'entrée du jardin. Je comptais sur le fait que mon premier guet puisse m'offrir des idées pour la suite. J'avais fait l'effort d'arriver très tôt, et, comme je l'espérais, j'ai aperçu Paturel dès 8 heures, chargeant sa camionnette. Il avait la même salopette qu'en venant chez moi, il portait le même genre de matériel. Ainsi ne m'a-t-il pas totalement menti, me suis-je dit en cherchant à me convaincre que l'aventure ne s'arrêtait pas là. J'ai décidé de vadrouiller dans les environs, en attendant son retour. La ville était décidément charmante. J'aimais cette déambulation dans un lieu inconnu, sous un ciel clément et baigné du parfum de l'excitation. Chaque façade de meulière masquait des secrets, chaque jardin se préparait aux passions. Les voitures si colorées filaient vers des destinations connues des seuls conducteurs, ou bien patientaient là, prêtes à sauver la mise d'un homme en difficulté, d'une femme en fuite. Et moi, j'étais l'homme à la vie sans intérêt, le garçon dépassé par les enjeux du quotidien, tout à coup enivré par les 1000 signes extérieurs du mystère. De retour à mon point d'observation, taraudé par la tentation de pénétrer dans le jardin de Paturel, j'ai croisé un homme d'apparence soucieuse, habillé d'un blouson beige froissé. Il avait le crâne dégarni, la silhouette molle d'un homme vieillissant. De même gabarit que Paturel, la tristesse semblait lui peser sur les épaules. Et je me suis souvenu de l'avoir déjà vu dans la journée. Lorsque je me suis assis sur les marches pour finir de manger une pâtisserie, j'ai remarqué qu'il prenait tout son temps pour descendre l'escalier. Il a finalement bifurqué vers la droite, mais je l'ai vu passer quelques instants plus tard, de droite à gauche, d'un pas faussement concentré. Je n'étais donc pas le seul à vouloir perdre mon temps dans les environs. Le prétexte était pour moi suffisant. J'ai emboîté le pas de l'homme, affectant l'attitude détachée d'une personne étourdie. L'homme a longé plusieurs rues qui ont bientôt dessiné un cercle, le menant au point où je l'avais repéré. Et après une demi-heure de ces simagrées, j'ai dû me rendre à l'évidence. Comme moi, il guettait une maison. Et la maison que nous guettions était la même. Je me suis figé, l'aventure commençait bel et bien. Mais elle m'a fait l'effet d'un vent glacé. Cet homme-là, je n'aimais pas sa mollesse. S'il traînait de cette manière avec de mauvaises intentions, c'est que son abattement était un leurre, ou que la nocivité de ses plans lui retombait sur la figure, enlaidie par la méchanceté. Je le voyais tout à coup comme le double maléfique de Paturel, aussi résigné à faire le mal que Paturel se battait pour fonder de nouveaux projets. Le doute n'était plus permis. Cet homme était envoyé par ces Roumains qui avaient déjà rançonné Paturel. Que pouvait-il donc bien le vouloir, après lui avoir ôté 5 années de son travail? Sa petite taille me sidérait. C'était donc ce genre d'homme diminué par la nature qui se livrait à de telles exactions? De quelle violence, de quelle sournoiserie pouvait-il donc être responsable? Curieusement, je me suis fait honte. Le physique de cet homme était insignifiant, ses actes misérables. Et pourtant, il provoquait en moi des réactions si fortes que j'en étais presque jaloux. Suscitais-je quoi que ce soit chez les autres, moi? À défaut d'attachement, ne valait-il pas mieux inspirer la crainte que l'indifférence? Jamais aucune femme ne m'avait aimé, aucun patron ne m'avait jamais félicité. Je passais dans la vie comme un spectre dont on détourne le regard. Ma taille respectable n'y changeait rien, ni mon visage qu'on disait parfois agréable. Apparemment, il était plus utile d'être petit et laid, quitte à se montrer méchant.
J'ai pensé qu'il serait utile que je parvienne à prendre des photos de l'homme en question pour les transmettre à Paturel dans le cas d'une intrusion. Mais cela s'est révélé impossible. Je ne pouvais approcher du rôdeur sans éveiller ses soupçons. Il était hors de question qu'il me croise une troisième, une quatrième fois. Alors, la mort dans l'âme, et tout de même un peu la peur au ventre, je me suis éloigné. Je reviendrai le lendemain, persuadé que je pourrais observer de nouvelles choses. Incapable de passer une soirée sans penser à ce qui m'attendait, j'ai cherché des renseignements sur Internet. La Roumanie, le nom de famille de Paturel, sa ville d'adoption, le secteur industriel dont il m'avait parlé. Et c'est en entrant son adresse que j'ai commencé à trouver des éléments qui me donnaient l'impression de me rapprocher de lui. En effet, j'ai déniché son second prénom, sa date d'arrivée dans la ville, le nom de son entreprise, des photos de lui plus jeune. Et je suis tombé sur des listes entières de collègues avec lesquels il avait travaillé, jusqu'à la date de son licenciement. Je n'avais pour l'instant rien d'autre à me mettre sous la dent que cette histoire de perte d'emploi qui m'éloignait certes de l'épopée roumaine, mais qui m'apportait de quoi nourrir l'image encore très brouillée que je me faisais de cet homme. Et c'est le désœuvrement, l'urgence de profiter d'une affaire inédite, qui m'a décidé à appeler la personne qui, au moment du licenciement, était le supérieur hiérarchique de Paturel. Par chance, cette personne était dans l'annuaire, et par prudence, j'ai décidé de masquer mon propre numéro. J'ai noté sur une feuille quelques éléments de la biographie fictive d'un ami de longue date de Paturel, qui chercherait à retrouver la trace de l'homme disparu en Roumanie. Bonsoir, j'espère ne pas vous déranger. Je me permets de vous contacter car je suis un ami d'enfance de M. Paturel et j'ai perdu sa trace. J'ai cru comprendre qu'il était parti en Roumanie. Je suis désolé de vous déranger de cette manière, mais auriez-vous quelques éléments à me fournir à son sujet? La personne au bout du fil a soufflé, s'apprêtant à raccrocher. Mais j'ai renouvelé mes demandes d'excuses. Paturel, un ami, me dites-vous? Oui, un ami cher à mon cœur, que j'ai perdu de vue depuis le collège. Drôle d'ami, cher monsieur, mais peut-être Paturel était-il différent à l'adolescence. Que voulez-vous dire? Je ne sais pas qui vous êtes, et si vous vous moquez de moi. Mais je vais profiter de l'occasion pour vous dire ce que je pense de cet homme. Cet homme est un escroc, voyez-vous, doublé d'un personnage peu recommandable. Et encore, je n'ose pas utiliser de mots trop brutal. S'il s'est fait renvoyer, c'est pour détournement de fonds. Et il nous a tous mis en danger par son attitude de violence et de vulgarité. Vraiment? Ai-je répondu. Je le voyais intelligent, travailleur. Oh, il nous a tous eus, nous aussi. Nous avons mis 3 ans à comprendre. Mais ces malversations ont bien failli couler la boîte. Et croyez-moi, si certains d'entre nous n'avaient pas réagi à temps, il y aurait eu mort d'homme. Tant de manipulations, tant de gestes déplacés. Mais vous ne l'avez pas fait arrêter? La justice est lente, monsieur, et les preuves sont parfois difficiles à réunir. Mais ce salopard s'est enfui quand il a compris que c'était fini pour lui. Je n'en reviens pas. Au fait, à qui ai-je affaire, monsieur? Je m'appelle Valentin, et je vous remercie pour ces renseignements. J'ai raccroché avant que la conversation ne tourne à mon désavantage. Bien entendu, je n'ai pas dormi de la nuit. Je devais absolument parler à l'homme qui rôdait, et qui pouvait bien, si j'en croyais la personne au téléphone, ne pas avoir ce rôle nocif que je lui avais d'abord prêté. J'ai prié pour le retrouver dès le lendemain matin sur la volée de marche. Je vivais alors la dernière heure de ce que je pourrais appeler l'aventure sereine. Des cadres agréables, des personnages abordables, des découvertes progressives, des mystères facilement éventés. Et je ne sais pas si c'est un effet de la malchance ou une fatalité liée à ce genre de mystère, que l'aventure sereine le reste aussi peu longtemps.
Troisième partie. Je me suis levé de bonne heure pour prendre mon poste d'observation plus tôt que la veille. Il faisait beau, le ciel s'étendait au-dessus d'une myriade de toits aux couleurs chaudes. La brise adoucissait encore l'impression que me faisait cette ville tournée vers Paris, reposant joliment sur une colline à l'écart et comme protégée par l'argent que l'on pressentait dans les villas. Mais déjà, le mystère que j'avais poursuivi la veille avec plaisir me faisait l'effet d'un secret noir prêt à s'aborder, si l'on n'y faisait pas attention, l'image trop idyllique dont il s'entourait. Une nouvelle fois, j'ai vu Paturel charger la camionnette, mais cette vision me fit frémir. Ce n'était plus l'habitude d'un travailleur forçant le respect par sa persévérance, c'était la maniaquerie d'un escroc. Je me suis ébroué comme pour rester concentré, bien que Paturel ne puisse en aucune façon m'apercevoir. Et j'ai murmuré des choses insensées pour espérer voir de nouveau l'autre petit homme. 1 heure après le départ de Paturel, j'en étais encore à piétiner sur place, rongé par l'indécision, lorsque celui que je n'espérais plus s'est présenté. Il a grimpé les marches de son habituel air soucieux, me dépassant sans m'accorder de regard. Cette fois-ci, je n'ai pas hésité. Lui emboîtant le pas, je l'ai rattrapé pour m'adresser à lui d'une voix innocente. « Monsieur, est-ce que je peux vous parler ? Je vous ai déjà vu dans les environs. » Il a tourné vers moi un regard intense où se mêlaient la surprise, la colère et la peur. Il était hors de question que je le laisse filer. J'ai donc joué mon va-tout en déclarant que je comprenais son hostilité vis-à-vis de Paturel. Et, après 3 phrases où il m'a dévisagé d'un air mauvais, sans doute prêt à s'enfuir ou à me frapper, il s'est détendu et il a accepté de prolonger la conversation. « Je suis de votre côté, lui ai-je dit. Moi aussi, je tourne autour de la maison de Paturel. Je veux en connaître davantage sur lui. Je fais partie de gens qu'il a escroqués. »« Que vous a-t-il fait » m'a-t-il répondu. « Moi, il m'a tout pris. » La partie m'a semblé gagnée. Je me suis contenté d'évoquer le prétendu détournement de fonds dont j'avais été victime et les menaces de mort que Paturel avait fait peser sur moi. Un moment, j'y ai vraiment cru, et ça n'était pas déplaisant de s'imaginer dans le feu croisé de toutes ces vengeances. Comme la méchanceté me paraissait amusante, les tactiques presque drôles. Ce regard terrible de Paturel braqué sur moi, comme surgi d'un ciel sombre, éclairait ma vie. Le petit homme s'est alors lancé dans le récit de ses propres malheurs. Il m'avait à peine écouté, n'attendant sans doute que ce signal pour se livrer à son tour et sans retenue. Au cours de son récit, il a fini par s'asseoir, le visage triste et débarrassé de la tension qu'il avait rendue si sévère. Un moment, il a même posé la joue sur sa main gauche. Toujours debout, j'observais les traces d'usure aux épaules de son manteau et sa calvitie bien avancée, ses cheveux si peu peignés que c'en devenait ridicule. On a fait pression sur lui au début. On ne voulait pas qu'il s'installe dans la rue. Mais alors il se mettait en colère et ça nous surprenait qu'il se permette ce genre de choses. Vous savez, en Roumanie, ce n'est pas la police qui fait la loi. Si quelqu'un dérange trop les affaires, il peut lui arriver malheur. Mais lui, il s'en foutait. J'avais peur pour lui. Un jour, on allait le retrouver dans un bloc de béton. Que l'homme s'exprime dans un français si correct me surprenait. J'avais déjà remarqué la francophilie des Roumains, ce qui provoquait chez moi de la nostalgie pour le prestige enfui de mon propre pays. Je supposais que ces étrangers qui aimaient la France l'aimaient en vertu d'une image qui ne correspondait plus à la réalité. Il a continué. Un jour, ce qui devait arriver est arrivé. Il a reçu des menaces par lettre anonyme. Alors, il s'est mis dans une colère folle. Il a crié dans toute la rue, et moi j'attendais que cette histoire s'achève dans la violence. Mais ça n'a pas été celle que j'imaginais. C'est lui qui s'est mis à attaquer ceux qu'il soupçonnait. Je l'ai pris pour un fou. Je me suis dit qu'il allait mourir dans la journée.
Tandis que l'homme poursuivait son récit, j'ai entendu une porte s'ouvrir du côté de la maison de Paturel, et j'ai vu une grande et belle femme pénétrer dans le jardin. Elle pouvait m'apercevoir, mais comme je ne bougeais pas, et que je me situais à 200 mètres, j'avais bon espoir de ne pas être vu. Sa chevelure blonde faisait un bel effet sous le soleil entre deux massifs d'hortensias. Son pantalon blanc, son chemisier rose, lui donnaient l'allure d'une créature évanescente, à peine visible, tout entière possédée par la délicatesse. Sécateur à la main, elle a tranquillement entrepris de couper quelques rameaux. Paturel était un diable, décidément. Comment une femme aussi distinguée, tellement plus grande et belle que lui, pouvait-elle s'attacher à lui? À moins qu'elle n'ait été séduite par son intelligence et par son pragmatisme. Mais son goût pour la brutalité aurait dû l'effrayer, comme il m'effrayait moi-même, et j'en arrivais à imaginer qu'il soit parvenu à tout cacher de ses mésaventures. L'homme a poursuivi son récit. Rien de tout ça n'est arrivé. Je l'ai vu de ma fenêtre s'en prendre à toutes les vitrines de ceux qu'il soupçonnait. Il a cassé des vitres, démonté des volets. Quelques personnes se sont mises à protester, mais il les a menacées avec une clé à molette, et il en a frappé quelques-unes. L'une d'elles est tombée au sol. Plusieurs se sont mis à protéger leurs biens, plutôt qu'à l'arrêter, et j'attendais, moi, qu'une personne se décide à le faire. Peut-être que certains s'apprêtaient à passer à l'acte, mais c'était trop tard. Un magasin brûlait, les cris envahissaient la rue. Une dizaine de personnes a commencé à jeter des seaux d'eau pendant que lui poursuivait son parcours. Alors qu'il jetait un bidon d'essence sur un deuxième magasin, 3 hommes l'ont agrippé aux épaules et ont voulu le frapper, mais il s'est retourné avec un couteau qu'il a planté dans une cuisse, puis dans une autre. Le 3e homme s'est enfui. J'ai commencé à avoir peur parce qu'il se dirigeait vers ma vitrine. Vous savez, j'avais toute ma vie là-dedans. Je n'avais pas vraiment d'économie. Tout ce que je possédais était là. Les murs du magasin, l'étage où je dormais avec ma femme et mes enfants, mes stocks de tissus accumulés depuis des années. Paturel me connaissait. Il savait que j'avais protesté contre son implantation parce que j'estimais qu'il concurrençait le coiffeur installé à 100 mètres de là. S'il passait devant chez moi, il ne manquerait pas d'essayer d'y mettre aussi le feu. Un moment, il est retourné en courant dans son magasin. Je me suis dit qu'il retrouvait enfin la raison. Mais j'ai réalisé mon erreur. J'ai remarqué qu'il avait déjà baissé le rideau, comme s'il s'était préparé à la scène. Et il est ressorti avec un nouveau bidon d'essence. J'étais sûrement le prochain. Alors je me suis armé d'une chaise, la seule chose solide que j'ai trouvée dans l'urgence, et j'ai dévalé les escaliers. Dans la rue, je suis allé à sa rencontre. On entendait les sirènes de police au loin, des cris partout. D'autres hommes s'approchaient de lui, mais rien ne paraissait pouvoir l'arrêter. Moi, j'étais prêt à l'affronter. Nous sommes de la même taille. Je pensais que cela faciliterait les choses, mais j'étais naïf. Je ne l'ai pas arrêté une seconde. Sans même me regarder, il a saisi le bidon des 2 mains pour projeter sur moi de l'essence, et ma chemise en a été couverte. J'ai paniqué. Je me voyais déjà m'enflammer. J'ai couru sur le côté, tandis qu'il prenait le chemin de ma vitrine, et plus personne n'a osé se mettre en travers de son chemin. C'est ça le pire. Personne n'a vraiment cru important de sauver mon magasin. En tout cas, personne n'a voulu prendre le risque. Moi, j'étais cuit avec cette essence sur ma chemise. À ce moment-là, j'ai compris que je ne valais rien aux yeux des autres, et c'était pour une raison simple. Tout le monde devait avoir appris que j'étais né Rome. Je croyais avoir effacé ce passé lorsque j'avais monté mon commerce. Vous voyez, toute mon histoire m'est remontée dans la gorge alors que le magasin s'embrasait. Ma force s'est effondrée. Je n'avais rien fait oublier. Tout ce que j'avais cru construire, tout ce qui m'avait paru masquer l'histoire de ma famille, s'envolait comme une paille brûlée par le soleil. Et c'était cet étranger qui me volait tout, c'était ce misérable que j'avais bêtement cru simple ambitieux, mais que je découvrais criminel. J'ai rejoint ma femme et mes enfants qui pleuraient sur le trottoir, tandis que l'étranger s'enfuyait en voiture,
avec sa femme à sa droite. Je pensais qu'il avait agi sur un coup de folie, mais il l'avait préparé, sa folie. En tout cas, il s'était donné les moyens de la réaliser, puis de s'en aller. Nous n'avons plus jamais entendu parler de lui, et la police n'a fait aucun effort pour le retrouver, alors que nous avions cru un moment que le cadre européen nous le permettrait. J'ai espéré que certains prendraient en main la vengeance et partiraient en France pour lui régler son compte. Mais il faut croire que tout le monde s'est satisfait qu'il parte de lui-même. Il faut croire aussi que personne ne m'a vraiment plaint, et qu'il y en avait peut-être pour se réjouir que je parte, moi aussi. Car j'ai dû partir. J'ai perdu la force de faire reconstruire le magasin, je n'en avais pas les moyens de toute façon. Et le retour à la vie misérable dans le campement m'a rendu amer, voyez-vous. Ma femme n'est plus vraiment ma femme, si vous voyez ce que je veux dire, et je vois mes enfants prendre tous ces réflexes de la pauvreté qui risquent de les y attacher pour toujours. Mais je n'arrive plus à lutter. La seule chose qui me tient, c'est mon envie de me venger. Je ne sais pas comment. Et je ne veux pas finir en prison. Oh non, ce serait pire que tout. Je préfère encore mourir. Alors je rôde ici, content d'avoir retrouvé Paturel, mais incapable de me décider à quoi que ce soit. La femme continuait à paquenoter dans le jardin. Maintenant je la voyais de dos, coupant comme par distraction de petites pousses. Était-elle consciente des tempêtes de colère et de passion qui s'amoncelaient autour d'elle? Qu'avait-elle pensé de cette fuite de Roumanie, de la folie destructrice de son mari? Comment pouvait-elle, d'un air dégagé, jour après jour, prendre soin d'un jardin d'ailleurs si joliment paysagé? J'en ai eu des frissons. Sans doute était-elle, dans toute cette galerie de personnages frappés par le malheur, le plus malheureux de tous. L'homme avait cessé de parler. Pâle, les lèvres tremblantes, il respirait fort, comme s'il avait monté d'un coup la volée de marche qui s'étendait devant lui. Mais il n'avait pas du tout bougé, et je me suis demandé s'il n'allait pas faire un arrêt cardiaque. Alors j'ai voulu le divertir en lui proposant des pistes d'action que nous pourrions suivre tous les deux. Chaque fois, il répondait par un souffle qui disait sa lassitude. Le dénoncer, le cambrioler, brûler sa voiture, ai-je dit. Mais enfin, nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer à si bon compte. C'en est fini pour aujourd'hui, trancha-t-il. Il dormait dans un bois voisin, prenant ses douches dans les bains publics de la ville. Il voulait aller se reposer maintenant. Je lui ai chaleureusement serré la main en lui faisant promettre de me retrouver le lendemain au même endroit, à la même heure, et en lui donnant mon numéro de téléphone. Pour ma part, j'étais ravi. Ce qu'il m'avait raconté dépassait tout ce que j'avais espéré. C'était une histoire très triste, mais elle m'affolait. Pire, elle me faisait prendre conscience du pathétique de ma propre vie, puisque l'ennui viscéral qui était le mien me poussait à quémander ces histoires. Et le plus terrible était que cette misère, rendue spectaculaire par ce jeu de reflets, m'enivrait enfin. Le soir, j'ai fantasmé toutes sortes d'actions punitives. Et j'ai parfaitement bien dormi à partir du moment où je me suis décidé pour l'une d'elles. J'étais dans mon droit, du moins dans le droit du genre humain, et j'avais sous la main quelqu'un qui m'obéirait au doigt et à l'œil, pourvu que je me montre convaincant. Ce que j'accomplirais le lendemain, il se pourrait bien que ce soit l'acte de toute une vie, celui que je ne raconterai plus qu'avec la certitude d'avoir vécu là ce qui est donné à très peu de gens. Quatrième partie. Le lendemain, à la même heure, et sous un soleil toujours aussi radieux, je me suis présenté sur la volée de marche. J'en étais arrivé à la conclusion qu'il fallait faire peur à Paturel, en lui faisant croire par exemple que la police était sur ses traces. La victoire serait d'arriver à faire subir à ce psychopathe quelques-unes des souffrances qu'il se plaisait à répandre autour de lui, et l'une d'elles pourrait être le sentiment d'être traqué, la crainte de ne plus pouvoir s'en sortir. À mon soulagement, le petit homme est apparu. Seulement,
Il présentait un état de nervosité singulier. Des miettes et des traces de poussière étoilaient son manteau. Il enfouissait ses mains dans ses poches, mais quand il les sortait de temps en temps, je remarquais leur rougeur. Pire, un mince filet de sang lui barrait la tempe, et je me suis dit qu'il avait pris l'initiative d'intervenir contre Paturel. Je me doutais qu'il ne l'avait pas fait à bon escient. Que s'est-il passé? Il a bredouillé des paroles confuses, truffées de mots roumains, et pendant qu'il reprenait son souffle, j'ai eu le temps de guetter la camionnette. Elle était encore là, ce qui m'a glacé le sang. Le petit homme s'était-il introduit dans la maison de Paturel, en présence même de son propriétaire? L'avait-il tué? J'avais du mal à y croire, surplombant encore une fois cette silhouette avachie, comme criblée de souvenirs douloureux. Heureusement, mais quel sens peut revêtir ici cet adverbe, un certain raffut s'est bientôt fait entendre dans la maison. C'étaient de grands coups, des choses qui s'effondraient. Chaque fois, j'avais la sensation de matière qui se déchirait. Mon ventre lui-même se contractait, comme pour résister à la souffrance. Je pressais le petit homme de parler, mais il butait tellement sur les mots que c'en était difficilement supportable. Mais enfin, qu'avez-vous fait? J'avais saisi ses épaules. Il a versé vers moi son visage éploré, ce qui m'a agacé. Est-il temps de pleurer quand on a fait n'importe quoi? Est-il temps de gémir quand se dessinent de si sombres perspectives? Paturel semblait vivant, bien vivant, et j'ai pris peur pour sa femme. Je ne la voyais plus dans le jardin, je ne l'apercevais plus aux fenêtres. Il n'y avait aucune parole audible, et quelques longues minutes, j'ai piétiné sur place pour résister à l'envie de me lancer à corps perdu vers la maison. Le petit homme a fini par m'avouer en termes clairs que, fou de douleur, incapable de m'attendre, ni même de réfléchir, il avait fini par sonner à la maison pour déclarer à Paturel qu'il venait pour se venger. Il avait alors fondu sur lui, mais Paturel, l'agrippant, l'avait facilement repoussé hors de la maison avant de fermer la porte. Depuis, il y avait eu cette demi-heure de silence avant le grand ramdam. J'étais catastrophé. Je ne pouvais imaginer pire situation. L'effet de surprise était éventé. Pire, Paturel était prévenu et, semblait-il, il venait de rentrer dans l'une de ses colères dévastatrices. Appeler la police, nous serions dans la position de l'agresseur. Pénétrer dans la maison, Paturel devait nous y attendre. Alors nous sommes restés stupéfaits, le petit homme secoué par des gémissements, qui n'arrivaient pas à percer en sanglots, et moi figé par l'impossibilité d'agir, percevant chaque bruit dans la maison comme le pas même de la tragédie venant vers vous. Je n'arrivais décidément pas à comprendre ce qui se passait. Paturel n'était tout de même pas en train de tout détruire. Dans ce cas, j'aurais sans doute entendu les cris de sa femme. Un déménagement alors? Mais on ne déménage pas en renversant les meubles, en éventrant les penderies. Cette heure était étrange. J'avais espéré la veille vivre le moment le plus intense de ma vie, et c'était un grand vide qui se dessinait. Des bruits de cauchemar dans une ruelle idyllique, l'attente de ce que je n'arrivais pas à concevoir, et le goût d'un immense gâchis. J'ai retrouvé la douleur très particulière qu'était la mienne, enfant, lorsque l'angoisse montait la veille d'épreuves que je redoutais, ou lorsque je m'en voulais d'être passé à côté d'un bon moment, la sensation que mon corps se rétractait, que ses extrémités le picotaient, le brûlaient, s'encombrait d'une présence lourde qu'il était impossible de secouer. J'avais gardé un souvenir cruel de ces quelques scènes, pourtant d'apparence anodine, mais qui avaient provoqué chez moi cette sorte de plainte intérieure proprement insupportable. C'est l'idée qu'il était ridicule de revivre cette douleur, plutôt que l'excitation espérée, qui m'a précipité vers la porte d'entrée. Laissant le petit homme pleurnicher sur les marches, j'ai pris le chemin de la sonnette, parfaitement conscient que ça n'était pas raisonnable. Paturel me reconnaîtrait sans doute, et j'inventerais quelque chose qui lui ferait croire que je n'avais rien à voir avec l'agression précédente. Lui proposer un nouveau travail de peinture, par exemple. Mais il n'a pas répondu. J'ai même eu la désagréable surprise d'entendre les coups redoubler. Je me suis mis alors à tambouriner.
et personne ne s'est approché de la porte. J'ai donné des coups de pied, mais Paturel continuait à abattre des choses. C'était terrifiant. Y avait-il tant de choses à détruire? Et pourquoi donc aucun cri, ni même aucun gémissement? La colère de Paturel était froide, il agissait avec une détermination morbide, et moi je ne pouvais rien y faire, coincé sur le seuil, comme je l'avais été toute ma vie, devant une existence sans saveur. J'ai finalement pris du recul, et j'ai vu les premiers filets de fumée s'échapper par le toit, sans passer par la cheminée. Quelle horreur! Paturel était-il donc fou? Fou jusqu'à se mettre en danger, lui et sa propre femme? Comment pouvait-il réagir de cette manière à l'intrusion si dérisoire du Roumain? J'ai couru vers la rue, réalisant tout à coup que je pouvais agir cette fois-ci. Je pouvais appeler les pompiers. J'étais agréablement surpris par la rapidité de leur réponse. Seulement, à mesure que je décrivais la situation, je percevais déjà les premières flammes percer les fenêtres. Lorsque la personne au bout du fil m'a dit que les pompiers arrivaient, le toit s'est embrasé. Paturel n'avait pas fait les choses à moitié. Le feu prenait un peu partout et d'une seule traînée, déjà furieux alors que la façade principale n'était pas encore atteinte. J'ai dû reculer à cause de la chaleur, et c'est une sorte de grande lumière qui s'est alors manifestée, la façade paraissant changer de texture et se mettre à fondre. En fait, elle tremblait, et des briques se sont effondrées pour laisser paraître des trous, d'où sont sortis des tourbillons noirs, puis de nouvelles flammes. Lorsque le camion de pompiers est arrivé, la maison brûlait tout entière. Cloué sur place, prêt à répondre aux questions, je n'ai pas vu Paturel arriver sur le côté, puis s'engouffrer dans la camionnette. J'ai tourné la tête quand il a démarré, mais j'ai eu beau crier que le propriétaire s'échappait, la dizaine de pompiers présents n'y ont pas vraiment prêté attention. Vous parlerez à la police, se sont-ils contentés de dire, en prenant note de mon identité, de mes coordonnées et des circonstances exactes de ma présence. J'étais un simple passant, ai-je déclaré, sans pouvoir m'empêcher de penser que j'avais été véritablement un passant, oui, toute ma vie. J'étais un simple passant, ai-je déclaré, sans pouvoir m'empêcher de penser que j'avais été véritablement un passant, oui, toute ma vie, ne parvenant à déclencher, quand il se décide à agir, qu'une catastrophe. La maison a brûlé de longues heures, immense comme elle était. Lorsque des pans s'effondraient, cela faisait le même genre de craquement que lorsque Paturel s'était employé à bousculer des meubles. Pour quelle raison d'ailleurs? J'avais l'impression d'assister à un morceau de réalité qui s'effondrait sur lui-même sous le poids d'une malédiction, englouti par l'angoisse qui avait régné en lui. Tout se détruisait, tout s'éventrait, tout se détruisait, tout s'éventrait, tout se contractait, pour ne plus avoir à dévoiler jamais ses secrets. Spontanément, je suis allé retrouver le petit homme dans l'allée voisine. À mon grand désespoir, il n'était plus là. Pourquoi donc avait-il fui, lui aussi? Après tout, il n'avait rien à me dire. Je n'avais été témoin que de son malheur, et je ne pouvais qu'y ajouter si j'avais la maladresse de parler à la police. Je le comprenais donc, mais je le maudissais de ne pas avoir voulu m'accompagner dans ce moment sidérant. J'aurais été curieux de voir sa réaction et de lui dire aussi quelques mots. Pour une fois, j'étais celui qui était en mal de confidence. Descendant les marches, j'ai cru percevoir un bruit supplémentaire dans la maison qui craquait de toutes parts. Ce bruit, c'était un cri suraigu, presque étouffé par la douleur, sifflant de concert avec le bois supplicié. Je me suis arrêté, tétanisé, et je n'ai plus entendu le bruit. Je l'avais cependant trop nettement perçu pour ne pas prévenir les pompiers, et j'ai couru vers l'un d'eux. Il est resté distant, comprenant mon inquiétude, mais me déclarant qu'on ne pouvait plus rien faire et que tout allait tomber. Si quelqu'un devait se trouver ici, il devait être mort depuis longtemps. Parlant à la police le lendemain, j'ai failli dire que je connaissais Paturel, puisque je l'avais embauché pour une journée de peinture. Mais je me suis retenu, considérant que tout ce qui lui appartenait avait disparu, et donc d'éventuelles preuves de notre rencontre. J'ai ainsi été soulagé qu'on ne fasse pas de lien entre lui et moi,
mais curieusement mal à l'aise avec l'idée que je ne pourrais en parler à personne. Le même jour, j'apprendrai qu'on avait effectivement trouvé un corps dans la maison détruite, le corps de la femme de Paturel, sans parvenir à déterminer si elle était morte avant ou pendant l'incendie. Paturel était activement recherché, mais je ne me faisais aucune illusion. Je me doutais que plus personne n'entendrait jamais parler de lui, et je lui en ai voulu. Les jours suivants, j'ai parfois eu peur qu'il se présente à mon domicile, mais ce n'était pas une idée crédible. Il ne devait pas m'avoir identifié ce jour-là. Encore une fois, j'ai ressenti une douleur paradoxale. J'aurais dû être soulagé par cette conviction que non, jamais Paturel ne croiserait plus mon chemin. Et pourtant, je le regrettais, retournant à ma vie si terne, avec la conscience redoublée qu'elle était terne, effectivement, et surtout qu'elle était environnée de maigres perspectives, donnant toutes sur le cauchemar. Le seul espoir qui me reste est de me dire qu'un jour, peut-être, ces perspectives de cauchemar m'apparaîtront vraiment comme la source d'un romanesque possible, irradiant ma propre vie. Mais j'ai l'intuition que je n'aurai jamais la force de convertir ainsi mon regard.